Bienvenue à ce nouveau podcast du Monticule. Aujourd'hui, on reçoit le directeur technique de la Fédération de baseball Québec, ancien entraîneur de la LBJEQ dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, et il s'impliquait beaucoup avec l'Académie de baseball Canada et avec la Ligue de midget 3 au Québec. Voici Sylvain Saint-Don. Bonjour Sylvain, ça va bien? Bon matin, Zach. On commence ça en force avec la question qui me brûle les lèvres. Le baseball a commencé où dans ta vie? Parce que je te connais depuis quelques années, mais j'ai pas réussi à savoir exactement ça a débuté où. Ben écoute, j'ai fait mon parcours dans le baseball mineur dans les structures de baseball Québec. J'ai évolué à l'époque du moustique, Pee-wee, etc. Jusqu'à temps qu'on arrive au niveau junior élite. Et quand je commençais à jouer junior élite, on m'avait demandé à un moment donné un coach bénévole pour les 13 ans et moins dans le Pee-wee, ce qu'on appelait à l'époque. Elle m'avait demandé, peux-tu me donner un petit coup de main qui est lanceur, puis etc. Parce que c'était ma position lanceur. Je dis, ben oui, je vais vous donner un petit coup de main. Et donc, j'ai aidé ce groupe de joueurs-là. Là, l'été est arrivé, j'ai semblé être apprécié par les kids. J'ai 17-18 ans à ce moment-là. Puis là, on me demande, écoute, durant l'été, c'est possible de te libérer. Puis là, ben oui, je peux toujours en faire. Puis à un moment donné, j'ai commencé à prendre la piqûre du coaching. On a commencé à faire des pratiques. J'étais à l'université à ce moment-là aussi. J'étudiais en kinésiologue. Ben, à ce moment-là, c'était une activité physique. J'ai dit, OK, ben, tous les matins, quand l'école était terminée, à 9 h le matin, on pratiquait ce groupe de joueurs-là. Puis écoute, il y a eu une ascension fulgurante des habiletés. Là, je voyais que je pouvais avoir un impact sur des jeunes. C'était cool. Les jeunes t'aiment, toi t'aimes les jeunes, les parents trouvent ça le fun de voir leur enfant s'améliorer comme ça. Puis ça fait de boule de neige, j'ai coaché à l'autre niveau après. Puis j'ai suivi ce groupe de joueurs-là pendant peut-être 5 ans, jusqu'à temps qu'on atteigne le junior élite comme entraîneur, puis ce groupe de joueurs-là a maturé, etc. Ça a été un peu ça mon accident de parcours de devenir coaching, d'être en coaching. Je me suis jamais dit pendant que j'étais jeune, un jour, m'a coaché. Ça m'a jamais traversé l'esprit jusqu'à temps que j'y goûte. Donc, les 2 pieds dedans, ça a fait en sorte que, hey, c'est bien cool. Donc, c'est un peu ça mon parcours, là, qui m'a amené dans le coaching. Puis là, présentement, tu travailles pour Baseball Québec. Donc, quelle sphère de Baseball Québec est arrivée pour que tu puisses rentrer dans la grande fédération de Baseball Québec? Ouais, écoute, à ce moment-là, dès que j'ai commencé à m'intéresser au coaching puis à développer certaines habiletés, j'ai été sollicité pour faire de la formation des entraîneurs. Donc, j'habitais sur la rive sud de Montréal et j'ai commencé à être celui qui donnait des cours à des coachs. Puis ça m'a obligé à me tenir à jour, à me perfectionner, à lire, à échanger pour quand tu es responsable de donner de l'éducation à une classe, ben, il faut que tu sois sur la coche. Donc, ça m'a permis d'être encore plus intéressé au coaching, à toutes les variables d'entraînement, etc. Je te dirais, j'ai été comme à faire des jobs, à faire des fonctions pour Baseball Québec pendant je dirais un bon 15 ans pour arriver en 2006 où il y a eu un poste de coordonnateur technique qui s'est développé. Et là, j'ai rentré comme à temps plein à Baseball Québec en incluant des fonctions avec l'ABC, avec le baseball 3 durant l'été, etc. Donc, j'étais un peu plus dans le modèle de développement. Puis à l'intérieur de ça, ben, en parallèle, je m'occupe aussi j'ai coaché le junior élite pendant 17 ans à plusieurs endroits dans la Ligue junior élite. J'avais comme un melting pot là, de paquets d'activités faisant en sorte que en 2006, je me suis dit, OK, là, on peut être à temps plein, ça vaut la peine, etc. Parce qu'en même temps, j'avais une carrière d'entraîneur personnel, donc je m'étais spécialisé en entraînement pour le baseball. Et là aussi, j'ai tombé en amour avec l'entraînement physique, avec toutes les notions de santé que ça en est, etc. Donc, ça m'a séduit. Donc, à ce moment-là, je suis devenu, encore une fois, par accident, entraîneur personnel. Donc, j'avais un peu les 2 carrières de notre front. Donc, c'est ça qui m'a fait peut-être hésiter un peu plus longtemps à être à temps plein à Baseball Québec. Puis, en 2006, officiellement, je suis devenu coordonnateur pour finalement devenir directeur technique un peu plus tard là, dans le volley. Et tu as parlé du développement de l'athlète. Si je me trompe pas, là, dans les années 2006-2007, est-ce que c'est possible que tu aies écrit un livre qui s'appelle Le développement à long terme de l'athlète? Non, c'est que chaque fédération est obligée.
les fédérations sont subventionnées par le ministère de l'Éducation. Donc, notre grand patron, c'est le ministère de l'Éducation au volet sportif. Et chaque fédération doit faire un modèle de développement qu'on doit présenter aux gens du ministère. Et on joue pendant quelques mois, je te dirais, pendant presque un an, on peut jouer au ping-pong avec le ministère. Tu sais. On établit c'est quoi le processus pour que nos athlètes rentrent dans la fédération, puis qu'à la fin, il y ait le maximum de chances d'atteindre le niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on met en place comme fédé pour permettre ce chemin-là? Puis c'est quoi les aboutissements? C'est quoi les résultats possibles, puis comment vous l'emmenez à ces résultats-là? Et nous, on présente justement le modèle de développement de l'athlète au ministère. Le ministère nous dit, mais cette portion-là est pas bien structurée ou elle répond pas aux normes scientifiques. Vous n'avez pas mis assez d'études qui prouvent ce que vous dites, etc. Donc, il y a un va-et-vient. On n'écrit pas. On a décidé cette année de partir à courir à partir du 3e but. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Donc, c'est ça que j'avais collaboré à l'écriture. Puis par la suite, c'est un modèle qu'on remet normalement à tous les 4 ans, à tous les cycles olympiques, je te dirais, là, les cycles de 4 ans. Nous, pour le baseball, c'est pas mal les Jeux du Canada, qui est un événement qui sont les Jeux olympiques du pays, en guillemets. Donc, on a ça au baseball à tous les 4 ans. Je te dirais que le ministère demande souvent que le modèle soit réécrit aux 4 ans ou à tout le moins aux 8 ans, qu'il soit toujours mis à jour. Donc, c'est là-dedans que j'ai contribué. Là. Et justement, dans le développement de l'athlète, on voit beaucoup de gens présentement s'en aller vers les collèges américains. On voit aussi beaucoup de sport-études faire les démarches tranquillement par eux-mêmes. Je pense beaucoup aux Canadiens de Québec. On a vu beaucoup des joueurs s'en aller dans les collèges américains. Je pense à Louis Gendron. Je pense Christopher Pouliot, ça serait à corriger, là, mais Louis Gendron est un des joueurs qui, les Canadiens, l'ont amené dans un collège américain. Est-ce que ça peut faire peur pour l'ABC du fait que les sports-études par eux-mêmes, de plus en plus, dirigent leurs joueurs vers les collèges américains? Ben, il faut juste... on est tous partenaires là-dedans. Là, fait qu'on est tous on est tous sous le chapeau du haut niveau de Baseball Québec. Et le mandat par rapport au collège américain, ça demeure les joueurs de l'Académie de baseball du Canada. C'est le mandat. L'Académie a été créée pour justement que ça serve de tremplin pour rebondir, c'est-à-dire tremplin, de rebondir vers les collèges américains. Mais évidemment, c'est pas tous les joueurs qui vont être nécessairement approchés par l'ABC. On tente de prendre les meilleurs potentiels possibles. On peut pas en prendre 150 non plus. Si on en prend une trentaine, il y a encore de très bons joueurs qu'on n'a pas pu prendre parce que par manque de place ou qu'on n'avait pas, ou il arrive un certain nombre d'athlètes que tu ne seras pas en mesure d'être capable de leur donner l'encadrement favorable. Tu sais, si un entraîneur a 26 athlètes, ben, c'est sûr que c'est plus optimal d'en avoir 10-12 qu'en avoir 26 à entraîner. Donc, à ce moment-là, vu qu'on n'est pas capable d'avoir un impact, ben, on est limité à un certain nombre d'athlètes. Donc, à ce moment-là, le mandat, tu parlais des colonies, ben, le mandat de nos sports-études, c'est que si un athlète entre les 4 et 5 n'a pas été sélectionné par l'ABC, ben, le sport-études en question, ben, c'est une superbe initiative d'être capable d'aider, de donner un coup de main à cet athlète-là pour qui se trouve peut-être un collège américain de niveau peut-être un peu moins fort. Mais, tu sais, Zach, quand tu vas aller jouer aux États-Unis, si tu as de l'argent, normalement, tu devrais te débrouiller, ou beaucoup de talent, tu devrais te débrouiller assez facilement pour trouver une niche parce que l'offre de collège américain est immense aux États-Unis. Tu as des divisions 1, division 2, division 3. Puis à l'intérieur de ces 3 grosses divisions-là, il y a quand même des grosses différences entre le nord et le sud, entre l'ouest, entre le centre. Puis, tu sais, il y a des variantes bien gros. C'est très facile de trouver une niche, mais évidemment, le système scolaire étant que les Américains mettent leur REER, c'est mettre de l'argent de côté pour leurs enfants pour l'école, parce que l'école, elle coûte très cher. Donc, on arrive dans une différence perspective. Donc, pour répondre à ta question rapidement, tu sais, normalement, les sports-études n'auront pas le mandat d'envoyer leurs joueurs au collège américain parce que c'est l'ABC. Par contre, tant mieux s'ils investissent dans leurs athlètes que malheureusement, l'ABC n'a pas pu encadrer. Puis grâce à eux, on donne une opportunité de plus à nos athlètes pour atteindre les collèges américains. Ben, on voit ça de bon oeil. Puis ça fait une belle complicité avec nos sports-études.
Et dans les dernières années, là, pour rester dans la même sphère des sports-études, on a vu quand même beaucoup de régions se doter de terrains soit synthétiques extérieurs, des terrains synthétiques intérieurs. Je pense au Saguenay ici, où est-ce qu'on est rendu avec un soccer dome. Donc, il y a une surface synthétique qui permet aux sports-études d'être à l'intérieur à l'année. Est-ce que c'est une tangente qu'on va voir partout dans toutes les régions? Et si oui, est-ce que les gens ont je dirais, une possibilité là, de s'en procurer un, puis comment ils peuvent faire pour s'en procurer un? Ben, c'est sûr, il faut qu'il y ait un vouloir politique pour installer des terrains synthétiques. Le fait que le baseball est en expansion et aussi fait en sorte qu'il y a plus d'électeurs qui sont engagés pour les terrains. Tu as deux genres de terrains synthétiques, en guillemets. Tu as ceux, comme tu dis, à l'intérieur, qui a un dôme, etc., ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'athlètes en même temps qui s'entraînent, d'être capable de lancer des balles de loin, d'installer des cages. Donc, évidemment, pour l'entraînement, je te dirais, annuel qu'on a au baseball maintenant grâce à nos sports-études, ben, l'ajout est immense. Ça, c'est d'un. Il y a aussi des synthétiques durant l'été. On a de plus en plus de parcs de baseball où on a des terrains synthétiques. Et ça, c'est vraiment un plus énorme. Premièrement, parce que les joueurs jouent mieux sur le synthétique. Il n'y a pas de mauvais bon. Puis Zach, je te dirais, il n'y a pas non plus la peur du mauvais bon. Ce qui est énorme, là. Donc, on a appris, ce qu'on a appris, les bonnes approches qu'on a appris à faire sur la balle, on est capable de les faire sur les synthétiques. Ça peut se faire aussi sur un vrai terrain de baseball normal, etc., mais on n'a pas l'expertise ici pour bien entretenir ces terrains-là, être capable de mettre des gens à temps plein. Tu vas aux États-Unis, puis les terrains naturels, il y a un responsable de ce terrain-là. Tu marches dessus, puis tu vas te faire lancer un râteau. C'est comme, ils en prennent vraiment soin, ils sont prudents avec leur terrain. On n'a pas ça ici, cette vocation-là. C'est pas dans nos corps du tout, puis les villes aménagent les terrains comme ils peuvent, etc. Bref, tout ça pour te dire, les terrains synthétiques amènent énormément de sécurité, la qualité des balles frappées, etc. C'est un gros plus. Puis avec notre température, c'est un énorme plus, dans le sens qu'il peut tomber une ondée, une pluie incroyable, puis 15 minutes après, on est capable de rejouer, il n'y a pas de problème. Puis quand on organise des événements, surtout des tournois, des championnats, ben on peut jouer vraiment des parties très collées. On ne prend pas de temps à refaire les lignes, on ne prend pas de temps à un petit râteau au monticule, puis au premier but peut-être, puis c'est pour ceux qui ont encore la terre à ces endroits-là, puis c'est fini, tout est réglé. Donc, c'est un énorme plus là, pour notre sport, le baseball. Je te dirais donc, justement, plus qu'on va être capable d'avoir des terrains synthétiques comme ça, plus qu'on va être capable de faire d'événements, plus nos joueurs vont devenir bons, etc. Donc, ça amène une grosse différence. Et on voit de plus en plus de gens tomber sur la scène internationale. Je pense à Dayton Lachance, par exemple, qui était avec l'équipe nationale canadienne dernièrement. Je pense aux filles au niveau féminin qui touchent beaucoup à l'équipe nationale, ou même on parlait des joueurs au collégial dernièrement. Qu'est-ce qui cause cette augmentation-là dans les dernières années, de voir de plus en plus de joueurs toucher aux équipes nationales ou à tomber dans des collèges américains? Ben, tu sais, tantôt je te parlais du modèle de développement de l'athlète qu'on présente au ministère, il faut aussi présenter au ministère c'est quoi nos opportunités. Pourquoi qu'on fait ça? C'est quels débouchés que nos athlètes ont. Donc, on a 3 gros débouchés potentiels pour un athlète ici au Québec. Le premier, c'est l'équipe nationale. Là, je parle des hommes, puis j'irai vers les filles plus tard. Au niveau des garçons, ben, c'est l'équipe nationale canadienne. Donc, le Youth Team qu'on appelle, c'est une équipe des meilleurs joueurs au Canada de 18 ans et moins. Et eux vont au championnat du monde à tous les 2 ans représenter le pays dans le championnat du monde. Évidemment, c'est un championnat du monde, c'est une équipe nationale. Sont appuyés par Sport Canada au niveau financier, ils ont du soutien, etc. Donc, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau aussi, je ne te cacherai pas, au niveau de l'exposition que nos athlètes vont avoir, parce que les joueurs de l'équipe nationale sont épiés par tous les recruteurs du pays. Donc, il y a un gros spot sur eux, puis c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça demeure un élément vraiment très fort dans le modèle de développement. Toujours dans le même groupe d'âge aussi, tu as les collèges américains qui commencent à regarder nos joueurs dans le coin de 16, 17, 18, 19, quelquefois aussi. Donc, il y a les collèges américains, puis il y a le baseball professionnel qui va repêcher après tes fini ton secondaire. Donc, nous, ça frappe encore plus tôt. On est les seuls en Amérique comme ça.
le joueur high school, le joueur qui finit son secondaire, normalement, c'est secondaire 6 aux États-Unis, donc il finit à 18 ans. Nous, on est éligible à se faire pêcher plutôt à 17 ans, qui n'est pas toujours une bonne nouvelle parce qu'on manque un an de maturité et un an de développement, donc on est peut-être moins séduisant. Mais bref, c'est des trois grosses opportunités. Donc, on parle d'équipe nationale, on parle de collège américain, puis on va parler aussi de baseball professionnel. Donc, c'est les trois éléments. Pourquoi on réussit maintenant à avoir plus de joueurs au niveau des équipes nationales puis au niveau des collèges américains? Je te dirais la masse de joueurs qu'on a, c'est un des premiers éléments. Quand le départ des expos, quand les expos ont quitté la scène du baseball, on parlait négativement du baseball presque à tous les jours. On est passé de 54 000 membres, à peu près, on est descendu à 15 000. Là, à ce moment-là, on s'est remis en question, on a refait nos choses, nos devoirs. Puis de 15 000, on a remonté la pente tranquillement. Puis cette année, on va dépasser les 35 000 joueurs. Donc, je te dirais, depuis 10 ans, là, à part l'année de la pandémie, évidemment, on est en continuelle progression. Donc, évidemment, c'est plus facile d'avoir un Connor McDavid sur 100 athlètes que d'en avoir le même joueur sur 50. Donc, on a doublé notre membership, on a 2 fois plus de bons athlètes qu'avant. Fait que ça, déjà, c'est le point de départ au niveau de la masse d'une fédération qui est importante. Ensuite, je pense que nos programmes n'ont jamais été aussi bons. Que ce soit nos programmes sport-études, nos coachs. Présentement, on disait qu'on est beaucoup dans le modèle de développement, d'avoir un impact sur nos coachs 2A, sur la structure 2A présentement. Je te dirais que nos entraîneurs 2A, là, puis là, je dis partout dans la province, mais ceux qui me frappent plus, c'est peut-être quand on parle de développement un peu plus pointu de la pyramide, là, nos entraîneurs 2A n'ont jamais été aussi bons. Donc, on a des entraîneurs sport-études qui gagnent leur vie là-dedans, qui sont à jour, puis qui pataugent là-dedans annuellement, donc ils sont évidemment très bons. Puis nos coachs 2A moi, ça fait 30 ans là, que je patauge là-dedans. Je pense que j'ai jamais vu autant de qualité de coach 2A présentement dans la province. Donc, tout ça fait en sorte qu'il commence à avoir un impact solide sur nos joueurs. On comprend de plus en plus, je pense, l'entraînement. On comprend de plus en plus les variables aussi que les saisons doivent servir au développement. On commence de plus en plus à Baseball Québec puis avec nos gens, nos intervenants à se séparer un peu que les saisons c'est là pour faire des essais, des tests, d'essayer Zach comme lanceur, d'essayer Zach comme receveur, de faire des tentatives puis par la suite, de dire, OK, quand on arrive dans les tournois, les événements, on est plus en mode compétition, ceux qui ont pris de l'avance, ils vont s'exécuter dans ces positions-là. Donc, tout ça, je te dirais que c'est un enrobage qui permet que on a été des années à avoir un joueur sur l'équipe nationale, 2 invités, etc. Là, maintenant, on est toujours dans le 5-6 joueurs invités, puis on a peut-être 4-5 qui auraient peut-être pu être invités, puis qui ont vraiment cogné à la porte, puis ont été juste comme off, ils passent pas. Parce que le restant du pays aussi s'est amélioré, by the way, là, aussi. Donc, on a de la belle compétition maintenant, puis le Canada produit pas mal de joueurs très intéressants présentement. Donc, c'est un peu tout ça qui fait en sorte que notre baseball est en croissance et pour nos équipes, pour les meilleurs joueurs, on a des opportunités qui sont fun. Du côté des filles, ils ont une équipe nationale. Ils fonctionnent un peu différemment. C'est une équipe nationale senior. Donc, eux vont au championnat du monde, puis il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ça fait que, évidemment, c'est un petit peu plus dur de percer l'alignement parce que les filles sortent pas nécessairement. Je parlais des garçons que c'est une équipe de 18 ans et moins. À 19 ans, t'as beau être le meilleur joueur de baseball au monde, tu peux plus être dans cette équipe-là. T'es trop vieux. Tandis que du côté des filles, si les bonnes joueuses décident de continuer, de poursuivre, l'entonnoir est un petit peu restreint. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les filles. La bonne nouvelle pour les filles, c'est que si on a une fille qui se développe sur le tard, qu'elle obtient des apprentissages techniques ou qu'elle améliore sa force, sa vitesse, puis ça y arrive à 21 ans qu'elle fait boum, elle est vraiment rendue vraiment bonne, elle a encore la possibilité d'être sur une équipe nationale, etc., malgré que son âge avance, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge au niveau de l'équipe nationale féminine. Donc ça, c'est les avantages qu'on a. Mais on est dans le même bracket aussi, le baseball féminin. Le membership a augmenté beaucoup. On a des filles, on a de l'encadrement qui n'a jamais été aussi bon que ça. Je te dirais même qu'on est des leaders au pays là-dessus. On reçoit beaucoup de coups de téléphone, là, puis je te dirais que Vanessa Riopel serait une personne intéressante à avoir sur ton podcast 100%. pour parler des sorts du baseball féminin. Ouais.
Je sais qu'elle reçoit beaucoup de coups de téléphone d'autres provinces pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment mettre de l'avant les actions, etc. On a encore très bien figuré dans les championnats canadiens où on avait deux équipes. Puis nos deux équipes ont été excessivement compétiteurs là-dedans. Donc, c'est ça. Bref, on est sur une bonne lancée. On a encore beaucoup de travail à faire. Faut surtout regarder loin en avant puis foncer. Mais on est sur une track intéressante. Et justement, au côté féminin, là, il y a eu l'ABC, l'Académie de baseball canadienne féminine, qui a été ouverte, je crois, il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a apporté de plus au développement des filles d'avoir cette académie-là d'ouverte pour les filles? Ben ça permettait, la plupart de nos filles étaient déjà impliquées en sport-études. Là, ça permet de se comparer entre eux beaucoup, puis d'avoir un ratio entraîneur-athlète qui est plus intéressant un petit peu. L'expertise des gens à Trois-Rivières est très bonne et l'environnement est fait vraiment en fonction d'elles. Donc, il y a une synergie qui se fait qui est très, très intéressante. Puis les installations aussi sont bien fun au niveau de l'apprentissage, etc. Donc, je te dirais que c'est toutes des choses qui font en sorte que nos filles vont pouvoir progresser puis d'avoir un environnement là, super intéressant et stimulant. C'est peut-être la grosse différence là, qui met de l'avant peut-être ce qu'on est capable de faire avec les filles là, au niveau du centre à Trois-Rivières. Ça a commencé par un projet pilote. On pensait d'ouvrir un ABC, etc. Puis on s'est dit, bon, ben, OK, on va peut-être y aller avec une douzaine de filles pour partir. Tu sais, on parle d'une clientèle de fin de secondaire, début cégep, tu sais, toujours dans le coin toujours dans le coin de 16, 17, 18 ans qui sont des années où ce que là, ça part un peu. Donc, on a commencé avec un projet pilote qu'on voulait faire, puis finalement, les gens ont levé la main, puis non, mais je veux y être dans le projet pilote, ben je veux le faire. Ben pourquoi vous commencez pas tout de suite? Puis là, on s'est fait prendre un peu par surprise, de dire, oh mon Dieu, OK, il y a un intérêt tant que ça. Ça a aussi coïncidé, Isaac, aussi avec nos filles qui venaient faire leur première année de cégep à distance. Tu sais, tout a été fermé. Donc, nos filles avaient fait leur première année de cégep à distance, non présentiel. Ils ne sont pas fait vraiment d'amis. Donc, bref, toutes ces filles-là étaient dans un mode de écoute, moi, je peux changer d'école puis aller étudier à Trois-Rivières sans problème. Là, j'ai pas développé d'amis ici, j'ai pas développé d'affinité. Moi, le timing, s'il faut changer d'école pour le baseball, ben, je vais le faire. Je me suis pas fait d'attache à rien. Donc, il y avait cet aspect-là aussi qui faisait comme un timing de dire ouais, OK, là, on part un projet pilote, mais là, on est comme pas mal nombreux. OK, on le fait, puis ça a eu un engouement assez formidable, puis ça a avancé très vite. Puis là, on est dans la deuxième année de ce cycle-là, puis je te dirais que d'ici 3-4 ans, avec la qualité des filles qui s'en viennent, là, etc., là, ça va être excessivement intéressant de voir les progrès qu'on va faire. Et pour terminer, Roger Brula, quand il est venu au Saguenay pour le début de l'année de la LBGQ, la Ligue de baseball junior élite du Québec, il a frôlé comme un sujet qui, je trouve, qu'il serait intéressant de discuter. Il a frôlé la possibilité, il disait, ce serait le fun un jour de pouvoir dire qu'on a créé notre produit du Québec et qu'on l'a envoyé dans les ligues majeures partant du Québec. C'est un sujet qui a juste frôlé comme ça, qui a juste discuté. Puis je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu crois que c'est possible d'avoir une ligue collégiale ou universitaire qui pourrait amener des joueurs aux ligues majeures à partir du Québec? Je te dirais présentement, c'est impossible pour atteindre le niveau vraiment supérieur, puis le niveau d'aller des majeures, comme tu mentionnes. À moins de faire partie du réseau de la NCAA aux États-Unis, c'est impossible. Premièrement, faut pas perdre de vue qu'on est un sport. On est dans un pays nordique, donc on n'a pas de la température clémente qui se fait. Donc, nos possibilités pendant la saison d'école sont très, très limitées. Donc, ça se fait à l'automne. Par contre, présentement, on planche sur la possibilité d'emmener une structure collégiale puis universitaire pour tous les joueurs qui ont peut-être pas eu la chance de passer par l'ABC et aller vers les collèges américains ou qui se sont rendus compte qu'à 17-18 ans, que leurs aspirations à baseball de très haut niveau étaient peut-être amoindries ou que le cheminement académique ici au Québec leur plaisait plus. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, Zach, là, que le système canadien, québécois, collégial, universitaire
on est vraiment très bon au niveau académique pour qu'est-ce que ça coûte à chacun de nos individus à faire. Tu vas aux États-Unis, dans une division 1, on parle de 50 000 par année de frais de scolarité. On n'a pas ça au Québec. Là. Il y a des bourses, oui, il y a des bourses d'études possibles, puis il y en a qui vont pas de bourse, puis qui paient gros montants, etc. Donc, on a des très bonnes qualités d'institutions académiques ici au Québec. Donc, il y a des joueurs des familles qui vont dire, ben moi, je tripe baseball, mais aller aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui me séduit. Je veux continuer mon parcours, mais je tripe encore baseball. Je veux encore faire du baseball. Donc, ces personnes-là, ça serait bien intéressant d'arriver puis leur donner une option de dire, OK, à l'automne, on est en train de regarder la possibilité de construire quelque chose qui pourrait être lié au cégep, aux universités, une genre de ligue scolaire, si tu veux, académique, ou bref, appelle ça comme tu veux, mais est-ce qu'on aurait l'opportunité pour nos athlètes de faire ça? Mais c'est sûr que le modèle d'imiter la NCAA, puis qu'on soit capable de, tu sais, à moins qu'on ait toutes des dons dans toutes les villes, qu'on puisse jouer des matchs la fin de semaine, ça sera pas, ça va être pas mal très dur à réaliser, tu sais, puis c'est capable de football, ben, sont pas, c'est sûr qu'on a une ligue canadienne, etc., mais ça reste que le gros niveau de compétition, il se fait au sud, il se fait dans des températures plus clémentes, il se fait d'une façon différente. Puis c'est par là qu'il faut passer si on veut accéder à un autre niveau. Par contre, comme fédération, il faut être orgueilleux comme fédération d'être capable d'offrir une palette de services à nos athlètes et à nos familles. Puis ça, je pense que c'est une voie intéressante parce que ça reste les gens qui vont avoir des opportunités baseball dans leur vie, puis d'aller sur un marché professionnel par le baseball, si on parle d'une mini portion de la société baseball. Donc, évidemment, mais l'école, tout le monde, c'est un passage obligé, puis c'est un passage qui est nécessaire, puis c'est un passage qui est nécessairement faut qu'il soit bon. Donc, si on est capable grâce à notre système, de continuer par le champ du baseball à dire, hey, la motivation académique, elle demeure, puis on est capable d'arriver, on a une option de baseball, le cégep pendant l'automne, l'entraînement pendant l'hiver, on arrive à l'université, on a une ligue universitaire, on a ça de créer, ben, on continue à créer l'engouement. Je pense qu'on arrive comme fédération, qu'on réussit notre mandat. Donc, on a des éléments qui seraient très, très intéressants à poursuivre. Donc, on est là-dessus présentement, Zach, mais c'est un secret des yeux. Merci beaucoup, Sylvain Saint-Don, directeur technique à la Fédération de baseball Québec, d'être venu me voir et nous discuter de ça. Je te souhaite vraiment une augmentation généreuse de joueurs et joueuses de baseball au Québec dans les prochains 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et c'est sûr que s'il y a un sujet qui touche le Québec, le baseball, on va se rejaser prochainement là, pour en discuter sur notre podcast. Donc, pour les gens qui m'écoutent, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcasts, je suis partout. Juste me suivre et on va avoir du plaisir ensemble dans les prochaines semaines. Merci Sylvain. Merci Zach.